Je me tourne vers mon invitée, Anne-Gaëlle Sadoun, fondatrice, présidente de OXKeys. Anne-Gaëlle Sadoun, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invitée. Alors, OXKeys, c'est une start-up, on parle de l'eau, donc quelque chose, un bien qui touche tout le monde, dont on a tous besoin, et je trouve l'idée excellente. Vous voulez bien la développer un petit peu? Alors, ce sont des aromatisants d'eau, sans sucre, sans colorant, sans édulcorant, 100% fabriqués en France et avec une toute petite fiole. Enfin, l'idée, c'est que c'est une formulation très concentrée qui permet d'aromatiser beaucoup d'eau. Et c'est un format nomade qu'on peut embarquer avec soi partout. Parce que pour boire plus d'eau, il faut fragmenter sa consommation tout au long de la journée. Et du coup, d'avoir la solution sur soi, c'était la meilleure option. Effectivement, ça tient dans la main. Et alors, pourquoi l'idée? Parce qu'au début, je me dirais, tout le monde boit de l'eau. Quel est le besoin? Ça s'adresse à qui? Alors, il y a quand même 75% des personnes qui ne boivent pas assez d'eau. Une personne sur deux qui n'associe pas le goût de l'eau, et notamment celle du robinet, à la notion de plaisir. Il la trouve comment, l'eau? Fade, chlorée, en tous les cas, je sais pas, on a besoin de boire beaucoup d'eau par jour, 2 litres à peu près, et c'est vrai que certains vont peut-être s'ennuyer au bout d'un moment, et du coup l'idée c'était d'apporter une petite touche de saveur à l'eau pour avoir envie d'y revenir. Alors c'est vrai que le packaging est gai, mais l'histoire au départ, si vous me permettez cette petite incursion personnelle, elle vient d'un constat dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est en voyant votre mère, à un moment qui avait du mal à boire, vous avez voulu l'aider. Vous nous racontez? Absolument. Alors j'ai accompagné ma mère en fin de vie. On faisait pas mal d'ailleurs de séjours à l'hôpital, et ma mère, un jour, je la surprends en train de se féliciter d'avoir bu un verre d'eau après avoir entendu sa sonnerie de réveil. C'était une victoire. Donc voilà, elle mettait son réveil et elle me disait « Regarde, j'ai réussi à boire un verre d'eau ». Donc là, ça m'a interpellée. Je savais qu'elle n'aimait pas l'eau depuis toujours, mais là, c'était encore plus renforcé. Et à ce moment-là, pour lui faire boire de l'eau, ce que j'ai fait, c'est que je mettais de la menthe, du concombre dans de l'eau gazeuse. Et là, elle arrivait un petit peu à boire de l'eau. J'avais même testé certaines autres solutions sur le marché. Elle prenait énormément de médicaments et elle m'avait dit « Ah non, mais ça a un goût de médicament ». Donc je me suis dit « Mais comment retranscrire cette sensation d'infusion de fruits faits maison ?» Et le jour où j'avais oublié mes fruits en allant la voir à l'hôpital, c'est là que je me suis dit, mince, il faudrait une solution qu'on puisse embarquer avec soi et qui retranscrive cette sensation-là. En plus, elle avait un palais raffiné, elle détestait tout ce qui était sucré. Et il fallait absolument que ce soit une solution qui soit très subtile. C'est vrai que pour l'embarquer avec soi, qu'on voyage ou quoi, c'est magnifique. Vous avez fait des packaging, ça donne envie de mettre quelque chose dedans. Hein. C'est de la taille d'un petit rouge à lèvres. Alors, vous êtes en train de faire une levée de fonds. Ça commence, ça se développe, ça va bien. Oui, alors on est en train. J'aime bien le love money au départ. J'en ai fait une l'année dernière, et là effectivement, on est en train de se développer. On est dans plus de 350 pharmacies. On est à la grande épicerie. Notre site internet. On est aussi à Saint-Barth et on essaye de s'exporter. Voilà, on a pas mal de choses qui se passent. Et alors, vous allez sortir une nouvelle gamme. On voit déjà effectivement plusieurs arômes, hein, plusieurs saveurs. L'infusion menthe, coco, ananas, on en est où? Nouvelle gamme à venir? Alors, ce que j'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est le rapport des gens au sucre. 6 personnes sur 10, en tout cas chez les jeunes, boivent trop sucré. Ouais. Alors, ma solution, comme je l'ai dit, je suis pas magicienne. Il n'y a pas d'exhausteur de goût, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de sucre, pas d'édulcorant. Du coup, c'est très subtil. Et il reste néanmoins des personnes qui ont du mal à passer au sans sucre 100%. Donc, je me suis dit que ça serait bien, un peu comme la cigarette électronique d'ailleurs, de trouver un outil de sevrage qui permettent en fait de passer du un peu sucré au moins sucré et au pas du tout sucré. Et donc là, je suis en train de créer une gamme qui va sortir à la foire de Paris, où on va être présent, avec un tout petit peu de stevia. Ça restera quand même 100% naturel, mais ça permettra aux personnes qui sont vraiment addictes au sucre d'avoir une alternative saine. Alors, je sais pas effectivement si vous certainement vous testez, vous parlez notamment de
de la cible jeune, pas seulement. Je crois que vous avez des enfants, justement, hein, un garçon, une fille. Alors, qu'est-ce qu'elle, je ne sais pas si vous savez ce qu'elle aime, votre fille, l'exotique, la passion hibiscus. Alors ouais, c'est vrai qu'on a une très grande variété parce que quand on a du choix, il faut trouver sa saveur pour pouvoir justement quand savourer. Voilà, et quand on parle de sevrage, si on trouve la bonne saveur, on y arrive mieux. Donc j'ai préféré avoir un large choix de saveurs. Donc il y a hibiscus passion, exotique, citron, menthe, anis réglisse, les petits pastis, et ananas, coco, fraises. Enfin voilà, bref, il y en a pour tous les goûts. On vous trouve déjà un peu partout, la grande épicerie de Paris par exemple, ou encore dans plus de 350 pharmacies en France et dans les DOM-TOM. Et là, voilà, on est en train d'intégrer, je le dis pas encore parce que c'est pas encore signé, mais un grand réseau de retail bio. Quelle belle revanche, hein. Votre père déjà était entrepreneur, et puis il y a les à-coups des aventures entrepreneuriales. Là, en ce moment, vous êtes dans une grande dynamique. Absolument, absolument. Alors, vous allez vous exporter? Est-ce qu'il y a que les Français qui vont avoir la chance de tester ces produits? Non, non. Le sujet de l'eau, c'est international et l'eau, c'est la vie. Donc, partout où il y a un besoin de boire de l'eau, j'espère y mettre quelques gouttes exquises. Alors voilà, des talents, il y en a en France et parfois, on a du mal à retenir les talents. J'ai rencontré Sidney Toledano, un conseiller du président Bernard Arnault du groupe LVMH, ancien président de Fashion Group. Et je l'ai rencontré au 8e prix international Pasteur Weizmann Servier, puisqu'il est fortement impliqué. Et à ce moment-là, il était en train de remettre le prix à Madame Valérie Cormier-Dair, récompensée pour ses travaux de recherche, ses avancées majeures sur les maladies rares de l'enfant. C'est l'air d'une parenthèse, mais on est dans cette émission consacrée à l'innovation, l'entrepreneuriat, et lui qui a su dénicher des talents. Je vous propose d'écouter Sidney Toledano, ce qu'il dit sur l'innovation. Il y a un problème en France, c'est qu'il y a beaucoup de clivages, on sépare des univers. Or, dans le monde de la mode, le monde du luxe, on a beaucoup de gens de formation scientifique, des ingénieurs, bien sûr des commerciaux, mais il y a du savoir-faire. Quand on travaille on voit un atelier de couture, alors il y a un créateur, qui est celui qui a l'idée, c'est parfois théorique, et puis vous avez l'atelier, les fameux ateliers de couture, de petites mains qui exécutent, mais avec cette notion d'excellence. Et c'est comme ça que nous avons attiré d'ailleurs dans notre groupe, soit des talents créatifs, soit des talents dans le management, et tout ça avec la priorité absolue, on sait que c'est la création, la prise de risque. Vous savez, quand on signe avec un nouveau créateur, ce jeune, rien ne garantit le succès. Donc il y a une prise de risque, et alors quand ça marche, et on ne regarde pas, on regarde les effets à long terme. On parle dans la recherche fondamentale, mais là, l'Institut Pasteur, c'est sûr que les résultats peuvent prendre des années. Il y a des cas analysés, mais ce sont souvent des chercheurs praticiens. C'est ce que je dis dans nos affaires. On doit être sur le terrain, parler aux clients, aller dans les boutiques et en même temps travailler avec le créateur, voir des effets long terme. Les grandes marques que nous avons, si elles sont cinquantenaires, centenaires et encore plus, c'est parce qu'on a su jouer à long terme. Et ça, quand j'entends qu'on n'arrive pas à retenir les talents qui vont partir aux États-Unis, qui vont partir ailleurs, alors qu'on est le pays de la recherche fondamentale et appliquer les visions long terme, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut casser, il faut faire parler les gens entre eux. Il y a également une sorte d'opinion un peu négative, peut-être de l'université, de certains enseignants, sur les gens qui ont réussi, les entrepreneurs. Or, ces entrepreneurs, ce sont des gens passionnés. Et ils seront passionnés par des causes, par des artistes, les grands sportifs, les grands musiciens, mais également les grands chercheurs. Et c'est pour ça que LVMH, on s'est associé à Imagine, on s'est associé à Pasteur Weizmann. Bon, moi, j'ai une passion personnelle, mais c'est pas mon histoire personnelle, c'est que je mesure bien ce qu'on peut faire ensemble. Et je trouve qu'il y a tellement de richesses dans ce pays, mais par contre des lourdeurs. Alors ça n'est pas que des lourdeurs administratives, il y a une lourdeur dans les esprits.
il faut que les gens se parlent entre eux, et parce que l'enfant en particulier, ces maladies rares dont on parle, j'ai cité Hannah Arendt tout à l'heure, protéger les enfants, pour moi, bien sûr, qui suis jeune grand-père, c'est une priorité absolue pour l'humanité. Et oui, il me l'a dit, ce grand monsieur, il le voit quand il écoute un entrepreneur, un talent, il le voit même dans le regard. Je le vois, ce regard, la vista de ceux qui ont des idées, qui prennent des risques. Comment on fait pour dénicher les talents de demain? Il faut se rappeler que LVMH a misé sur Léo Marchand, notre champion sportif, aux 4 médailles d'or, bien avant qu'on sache qu'il allait faire ce parcours exceptionnel. Sidney Toledano revient sur cette vista qu'il a. Il y a de la chance, mais il y a beaucoup de talent aussi de son côté aussi. Et il faut savoir écouter, observer. Il n'y a pas que les chiffres qui parlent. Et d'ailleurs, j'ai appris ça de mes différents mentors, patrons. Tu sais, quand on sort des écoles, surtout des belles écoles scientifiques, et on veut la preuve par 9 ou la preuve par 4, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut, c'est observer l'interlocuteur. Qu'est-ce qu'il a au fond de l'œil, ses vibrations, les démonstrations. Tout à l'heure, on a eu un exposé brillant de la lauréate du prix. Mais ce que j'observais, c'est sa personnalité, qu'est-ce qui émane, savoir lire et écouter. Et c'est ça qui est important. Et c'est la même chose avec un créateur, c'est la même chose avec un collaborateur. Les grands entrepreneurs prennent des risques avec des gens dont ils ont une intime conviction. Et c'est pas avec des rapports de centaines de pages, de belles présentations. Vous pouvez juste nous raconter ce choix parti pris de Léo Marchand, qui a jeune, un palmarès absolument spectaculaire, et on se dit, LVMH, ils ont tout étudié, ils ont tout anticipé, ils ont tout programmé, et quand on vous écoute, là encore une fois, c'est la vista. On nous prête beaucoup d'histoires racontées a posteriori. C'est pas moi qui ai initié à l'origine de ça, hein. C'est Antoine Arnaud qui a su, qui a une intuition parce que le personnage l'a convaincu. Aurait-il combien de médailles? Et il arrive ça avec des produits. J'étais à l'origine de certains produits chez Dior, fait avec des designers. Nul ne pouvait prévoir un tel succès. Mais on y a mis tellement de passion, tellement de détails dans la qualité et dans l'exécution, parce qu'il ne suffit pas, il faut aimer et donner des preuves d'amour, comme on dit. Et ben c'est le résultat, et il faut veiller, parce que c'est du long terme. Anne-Gaëlle Sadoun, vous avez été psychologue avant de devenir entrepreneur, donc ça vous parle peut-être ce que dit Sidney Toledano. Moi j'ai l'impression que OXKids, ça peut être une preuve d'amour. Absolument, c'est parti d'un geste d'amour d'ailleurs au Exquise. J'aime beaucoup ce monsieur Sidney Toledano. D'ailleurs, je partage sa vision. Il a une vision long-termiste et en l'occurrence, c'est nécessaire pour pouvoir accompagner et dénicher les entrepreneurs. Et j'ai rencontré ces difficultés-là au départ, de ne pas avoir, quand on est early stage en France, on n'a pas beaucoup de gens qui veulent investir. Mais vous avez passé une étape. Exactement. Alors on prend un verre, nécessairement, avec de l'eau exquise. D'accord, Anne-Gaëlle? Juste après l'émission. Avec plaisir. Le chiffre du mois, c'est 4%. Météo France, effectivement, a publié ses travaux sur les impacts climatiques avec plusieurs horizons de temps. Et ben, selon cette trajectoire fixée par le gouvernement, nous atteindrons un réchauffement moyen de plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici à 2030, plus 2,7% d'ici à 2050 et plus 4 degrés en 2100. Ça ne fait pas sourire. Des chiffres qui peuvent paraître abstraits, mais qui le sont beaucoup moins quand on examine les travaux de Météo France. Ça veut dire plus de canicules, plus d'épisodes, effectivement, de chaleur. Et tout de suite, on passe à la dernière séquence de cette émission Impact Business avec la rubrique Finance.
Bienvenue au chapitre finance-économie. Les marchés sont en plein soubresaut depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump. On s'attendait effectivement à la toute-puissance américaine, mais avec les changements de pied, un pas en avant, un pas en arrière, encore plus de volatilité. On cherche à comprendre ce qui se passe et comment se positionner en cette année 2025. Je me tourne vers le grand spécialiste de la finance, Eric Lewin. Bonjour. Bonjour, ma chère Fabienne. Vous êtes président de EL Finance. On vous a connu banquier d'affaires. Vous connaissez tous les rouages de l'économie de la finance. Et j'espère que vous comprenez quelque chose au rouage de Donald Trump. Parce qu'effectivement, il est clairement pour le business. Mais il est vraiment pour le business américain. Alors, quand on est en Europe, quand on est français, comment on peut aborder la conjoncture, la décrypter à ce stade ? En fait, sa politique est très peu lisible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il dit America First, donc isolationnisme. On a une Amérique puissante, mais en même temps, sa politique économique n'est pas lisible parce que c'est une politique économique qui tend à être récessionniste. Je m'explique. La forte augmentation des droits de douane, c'est censé faire quoi ? C'est censé faire en sorte que l'économie américaine se porte mieux, qu'il y ait moins de déficit commercial. La grande problématique des États-Unis, c'est on a beaucoup de déficit commercial, c'est-à-dire que nos produits ne sont pas compétitifs et donc on achète en Chine, on achète au Vietnam, on achète au Mexique, on achète au Canada, donc on a un déficit commercial. Donc lui, il dit arrose sur le déficit commercial, donc il faut absolument supprimer ce déficit commercial. Absolument. Quand vous avez un déficit commercial, vous avez plusieurs façons de faire, des droits de douane, il y a aussi d'autres choses sur lesquelles il ne pense pas. Vous pouvez faire certaines subventions à l'industrie, vous pouvez mettre un accent sur la formation, sur l'éducation, faire en sorte que l'industrie se porte mieux. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, en l'espace de 20 ans, la part de l'industrie dans le PIB est passée de 18% à 9%. Pourquoi les États-Unis sont devenus un pays tertiaire, un pays de services, l'informatique, la finance ? Un peu comme en Europe, quand même. Un peu comme en Europe, mais bien plus poussé, parce que c'est vrai qu'il y a une désertification de l'industrie aux États-Unis. Et la grande problématique de ces fameux droits de douane, ça veut dire quoi ? Quand vous augmentez les droits de douane sur certains produits, qui est-ce qui les paye en fait ? C'est le consommateur américain qui va les payer plus cher. La grande problématique, c'est que si ces produits ne sont pas substituables, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas changer le produit, eh bien, vous les payez plus cher. Et donc, la grande problématique, et c'est pour ça que l'économie américaine s'essouffle en ce moment, c'est que les consommateurs américains, sont inquiets, consomment moins, on l'a vu avec les ventes de détail, et on se retrouve avec une économie américaine qui était florissante sous Joe Biden, qui était florissante sous les démocrates, avec quasiment 3% de croissance, qui ralentit, à tel point que des gens comme Goldman Sachs, la célèbre banque d'affaires, dit il y a quand même 40% de chances qu'on soit en récession cette année. Et donc, la grande problématique de Donald Trump, c'est en voulant casser le commerce mondial, il peut entraîner son pays dans la récession. Je tiens à vous donner une référence historique. Dans les années 30, il y avait, vous qui connaissez très bien l'économie, ma chère... Je voulais dire que j'avais beaucoup d'histoires, attention à ce Non, que vous dites. ma chère Fabienne, il y avait la loi Ole-Smoot. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il y avait le président Hoover, il y avait eu la crise de 29, et le président Hoover avait dit, écoutez, il y a la crise de 29, finalement, pour que l'économie américaine se restaure, on va faire des droits de douane. Il avait fait des droits de douane sur 20 000 produits aux États-Unis, avec des droits de douane de 40%. Donc, tous les autres pays avaient fait de la réciprocité, l'Europe, l'Asie, même si l'Asie n'était pas le continent qu'il est maintenant. Et que s'était-il passé ? Un effondrement du commerce mondial, une récession mondiale et une amplification de la crise de 29. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si Trump continue avec ses droits de douane, notamment avec des pays alliés comme le Canada, comme le Mexique, même comme l'Europe, on peut avoir une récession mondiale, on peut avoir une crise. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ça se voit dans les marchés financiers. Moi, je suis les marchés depuis 40 ans. Vous avez des indices européens qui sont en hausse de l'ordre de 10 à 12% et des indices américains qui sont en baisse entre 10 et 15%. Je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vécu le krach de 87. Le krach de 87, les marchés américains avaient baissé, les marchés européens avaient baissé. La crise de subprime, les marchés américains avaient baissé, les marchés européens avaient baissé. On prend la mauvaise nouvelle, ça c'est sûr. Là, c'est l'inverse complètement. C'est-à-dire que les investisseurs, de plus en plus, se détournent des US, des États-Unis, pour venir vers l'Europe. Pourquoi ? Alors, on parlera après de la situation européenne, mais parce que la politique de Donald Trump fait peur. Alors, la seule chose sur laquelle, pour l'instant, il a réussi, c'est qu'il a réussi à faire baisser le dollar, puisque l'euro, qui était à 1,02, 1,03 au moment de la prise de pouvoir de Donald Trump, est maintenant vers 1,10. Donc, a priori, plus le dollar baisse, mieux c'est pour les exportations américaines. C'est la fameuse courbe en J qu'on apprend en économie. Mais la grande problématique, c'est que c'est pas suivi d'effet dans les indicateurs économiques qui ne sont pas bons aux États-Unis. Et donc, on a une peur panique des investisseurs américains qui commencent à se dire, nous, on quitte les États-Unis et on va en Europe. Et donc, c'est peut-être le gros problème cette année. Et malheureusement, Trump a agi alors que l'économie américaine se portait bien. C'est-à-dire que, grosso modo,
quand vous faites ce genre de politique avec une économie en récession, on peut parfois le comprendre. Mais là, finalement, ça allait bien aux États-Unis. Taux de chômage 4%, croissance entre 3%, les bourses au plus haut, il n'y avait pas de problème sur l'économie. Les magnifiques qui continuent de tirer. Les magnifiques continuent à payer, les valeurs les Nvidia, high-tech, les tirer la Amazon, cote. les Alphabet. Et donc, je pense que c'est suicidaire de continuer. Alors moi, mon sentiment profond, c'est qu'à un moment ou un autre, le grand patronal establishment va dire à Trump, écoute, t'arrêtes tes conneries, tu arrêtes ces histoires de droits de douane, essaye d'avoir un monde pacifié, parce qu'on ne peut pas Il y a un continuer. petit souci parce qu'on peut lui parler, mais je suis pas sûr qu'il y ait des Regardez par exemple Elon Musk, Tesla. Ouais. L'action Tesla a perdu en 2 mois 45%. Pourquoi? Mais c'est très simple, parce que les folies d'Elon Musk sur les réductions d'emplois, il a, par exemple, Elon Musk a dit qu'il faut soutenir l'AfD en Allemagne, le parti d'extrême droite. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour les ventes de Tesla en Allemagne? Moins 70% sur janvier-février. Donc, on sent très bien qu'il y a un phénomène qui commence à rejaillir en Europe et même aux États-Unis où on brûle des Tesla, c'est que le duel Trump-Musk fait de plus en plus peur à l'économie. Dans le premier mandat de Donald Trump, la première année de Donald Trump, la seule chose qui l'intéressait, c'était les cours de la bourse. Ce qu'il voulait, c'est un marché qui se porte bien. D'ailleurs, la première année de Donald Trump, 2017, le S&P 500, c'est-à-dire le grand indice américain, avait gagné 17%. Là, il a fait une interview il y a 10 jours à une télé américaine en disant, bon, il y aura peut-être une récession, ça peut être transitoire. La bourse, il y a des hauts et des bas. Donc, les investisseurs se sont dit quoi? C'est plus la priorité de Donald Trump. Il veut rester dans l'histoire comme un président qui est revenu isolationniste, qui pense au Groenland, qui pense au Panama. C'est plus sa priorité. Et donc, les investisseurs se sont dit, ouais, il y avait un pouls de Trump. Le pouls de Trump, ça veut dire quoi? C'est très simple, le pouls de Trump, c'est que le fait que Trump soit président des États-Unis fait que la bourse ne peut pas baisser parce qu'il sera toujours là pour faire en sorte que la bourse remonte. Le problème, c'est qu'il n'est plus là. Mais ça peut bouger. Et bon, c'est vrai que Donald Trump n'est quand même pas le VRP de Tesla. Mais effectivement, ça peut faire pression avec Elon Musk et tous les entrepreneurs derrière. Effectivement, il peut y avoir un effet inflationniste. On n'en a pas parlé, parce que les droits de douane, c'est bien joli. Ça impressionne les partenaires. Ça engage, ça implique des rétorsions, des Bien représailles. Et finalement, c'est les consommateurs, c'est vous et moi qui allons payer. Quoi. C'est exactement. Alors, ça peut être inflationniste. Et donc, la grande schizophrénie de Donald Trump, si vous me permettez cette expression, c'est qu'il dit à la Fed, la Banque centrale américaine, Powell, il faut baisser les taux. Mais vous ne pouvez pas baisser les taux si en même temps il y a l'inflation qui repart. Exactement. Donc il y a de la schizophrénie partout. En fait, sa politique, c'est une politique complètement schizophrène où tous les gens. Mais moi, encore une fois, Fabienne, je ne suis pas là pour être pro-Trump, pro-Biden. Vous expliquez. J'essaie d'expliquer. C'est même pas mon point de vue, c'est la logique. C'est-à-dire que il a parlé la semaine dernière en disant à Powell, le patron de la Fed, il faut absolument que tu baisses tes taux. Mais comment on peut baisser ses taux quand il y a des droits de douane? Les droits de douane sont inflationnistes dans le monde. Exactement. Et donc on risque d'avoir un terme qu'on n'avait pas vu depuis les années 70, la stagflation. Qu'est-ce que c'est que la stagflation? C'est une croissance zéro, croissance zéro avec de l'inflation. C'est-à-dire que c'est la pire des solutions. Alors espérons qu'il y aura un redressement parce que pendant ce temps-là, j'ai envie de dire que la Chine et l'Europe disent merci Donald. Oui, j'allais dire, il y a quand même des bonnes nouvelles, parce qu'il y a des arbitrages qui se font tous les jours sur les marchés. Si les actions américaines, elles, représentent plus de risques, les actions européennes, elles sont là. On a des belles valeurs. Je parle même pas des valeurs de la défense qui s'excitent en ce moment. Moi, j'ai remarqué, par exemple, la société de gestion BDL Capital Management, elle a des convictions sur les actions européennes depuis des années, mais ça s'envole leur fonds. Donc, c'est possible d'avoir des opportunités en 2025. On vous entend, vous pourriez nous faire peur. Non, écoutez, quand on voit l'Europe, par exemple, on a envie de dire merci Trump. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Vous avez eu Frédéric Merz, qui a gagné les élections, qui a réussi, avant le nouveau Parlement, à faire voter une loi selon laquelle il y aura 1500 milliards d'euros qui vont être injectés dans l'économie allemande dans les 10 prochaines années. Et ça, c'est un tournant stratégique. Vous savez que l'Allemagne, la grande problématique depuis la République de Weimar, ils ont peur de l'inflation, il ne faut surtout pas dépenser, il faut être économe. Et là, il dit, finalement, on change tout, on dépense. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que tous les secteurs en Allemagne, bien évidemment, mais également en France, vont en profiter. Et ça fait un bien fou. Et c'est pour ça que quand il y a eu cette décision, je crois que c'était un mardi soir, il a fait une conférence de presse en disant, voilà, on va dépenser déjà 500 milliards dans les infrastructures. En tout, ça fera 1500 milliards. Eh bien, les marchés européens se sont mis à s'envoler parce que les investisseurs se sont dit, ça y est, l'Europe est de retour. Même chose sur la défense, on a le sentiment qu'il y a une Europe de la défense qui se dessine de plus en plus. Alors le secteur de la défense a explosé en bourse, d'ailleurs il est plus cher que le secteur du luxe, mais également les investisseurs se sont dit, ça y est, l'Europe parle d'une même voix, il y a un changement de paradigme, parce que je vous rappelle que quand Trump a été élu, ce qu'on lisait partout dans la presse internationale, c'est que l'Europe est un continent complètement mort, et que America, great again, etc. La vieille Europe, la vieille Europe, comme avait dit Donald Rumsfeld. Il y a un peu de vrai quand même parfois. Oui, non, il y a un peu de vrai, il y a des rigidités. Il nous a réveillés, il a réveillé l'Europe. Mais il a réveillé l'Europe, et l'Europe
parlent enfin d'une même voix, et c'est pour ça que les investisseurs, vous avez plein d'investisseurs chinois, américains, qui sont revenus en masse sur les actions européennes qui étaient, c'est vrai, 30 à 40% moins chères que les actions américaines, et ça, c'est un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire que le plan MERS, j'insiste là-dessus, de 500 milliards, c'est un vrai changement de paradigme. Exactement. C'est-à-dire que l'Allemagne fait son aggiornamento et fait en sorte que maintenant, elle dépense un peu plus pour restructurer ses infrastructures, son énergie, etc. etc. Donc ça va dans le bon sens. En bref, on dit voilà, les Européens ont été réveillés par Trump. Alors vous, Eric Lewin, vous étiez réveillé, ça, il n'y a pas de problème avec votre énergie, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'on achète alors, si on est actionnaire français, investisseur aujourd'hui ? J'ai pas envie de vous donner des valeurs. Moi, je pense qu'il faut rester investi absolument sur l'Europe, la défense, le luxe qui a quand même de beaux jours, notamment l'ultra luxe. J'insiste beaucoup quand je parle de ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs luxes. Le luxe accessible, les Sandromages, les Bâches. C'est assez compliqué parce que c'est quand même très concurrentiel. Il y a le luxe style LVMH et Kering qui est intéressant. Mais pour moi, c'est pas le plus intéressant. Et le plus intéressant, c'est l'ultra luxe, les Ferrari, les Hermès, les Brunello Cucinelli. Pourquoi ? Parce que c'est une clientèle extrêmement aisée qui ne regarde pas la conjoncture. Ils peuvent augmenter leur prix année après année. Hermès, ils ont pu augmenter leur prix de 15% en l'espace de 2 ans, ce que n'ont pas pu faire les autres marques. Donc, je suis plutôt positif. Je pense qu'il faut avoir aussi un peu d'or, même si ça vaut $3 000, parce que on sent très bien que, 1, les incertitudes autour de Trump, et 2, les banques centrales qui achètent de l'or. Quant au Bitcoin, je pense qu'il faut en avoir un petit peu. Je suis pas un grand spécialiste, mais j'ai le sentiment quand même que le Bitcoin va devenir peut-être un espèce d'or digital. Merci beaucoup Eric Lewin, c'est un grand banquier d'affaires, grand analyste, expert de la finance, qui a bien voulu partager avec nous ses conseils. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais quel cadeau d'avoir en interview bon anniversaire, Eric Lewin. Ça fait quoi ? Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que vous êtes passé dans mon émission. C'est ça sympa, fait 20 ans, c'était mon rêve. C'était mon rêve. Et ben voilà, on pourra remettre ça. C'est le Graal pour moi. Merci Eric. Voilà, c'est la fin d'Impact Business qui vous fait découvrir des invités exceptionnels, des innovations. Merci de nous avoir suivis à la radio, sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, l'impact, c'est à la portée de tous. Eau exquise, des aromatisants 100% naturels, sans sucre et nomades sous forme de gouttes ultra concentrées de fruits. Buvez plus, buvez bon, buvez sain.